Les premiers textes imprimés étaient des gravures, gravures sur bois que l'on a retrouvées, donc qui datent du 8e siècle. C'est des rouleaux miniatures qui étaient enfermés comme ça dans des petites tours pagodes avec des formules sacrées et qui avaient été commandées par l'impératrice Shotoku comme action de grâce après la répression d'une révolte. Donc ça, c'était pour l'imprimerie xylographiée. La typographie était également présente, quoique de façon un peu plus récente, puisque c'était au XVIe siècle que les caractères mobiles avaient été introduits au Japon par des missionnaires européens installés dans le sud du pays. Et donc, dans les années 1590, on avait eu comme ça quelques ouvrages imprimés au Japon avec des caractères mobiles, avec des caractères typographiques. Mais évidemment, la fermeture du pays en 1600 avait mis un frein assez considérable à l'imprimerie typographique, à la fois, je dirais, pour des raisons idéologiques, puisqu'on n'avait plus le droit de s'intéresser à la science des Occidentaux, et puis pour des raisons techniques, puisqu'il n'y avait plus moyen d'obtenir les caractères ou de pouvoir avoir accès aux caractères mobiles. Donc, à l'ère Meiji se joue le match décisif entre xylogravure, alors j'emploierai ici indifféremment, xylogravure qui est le terme plus général, et puis xylographie qui est plus rare et peut-être plus pour le texte. Donc j'emploierai les deux un peu indifféremment. Le match entre xylogravure et typographie. Alors, si la xylogravure, donc les planches de bois gravées, comme technique d'impression, avait perduré jusqu'à l'ère Meiji, ce n'était pas uniquement pour parce que la typographie avait un désavantage idéologique et technique, mais aussi parce que la xylogravure avait atteint une grande perfection technique et présentait un certain nombre d'avantages. Alors, esthétiquement, elle permet de reproduire non seulement le contenu du texte, mais aussi son apparence. C'est-à-dire qu'on pouvait, sur la planche de bois, préserver la forme de chaque coup de pinceau, les variations, les pleins, les déliés, les variations dans l'épaisseur du trait. Et c'est aussi la seule forme, ou c'était à l'époque la seule forme d'impression qui autorisait la reproduction des ligatures et l'enchaînement des caractères dans l'écriture cursive. Autre avantage, elle permet de réemployer une planche à l'identique, c'est-à-dire qu'une fois que la planche est gravée, tant qu'on veut réimprimer ce même texte, on peut la réemployer à l'infini, je dirais, jusqu'à usure de la planche. Donc ça, c'était très utile pour les textes qui étaient fréquemment réimprimés. Donc, si vous avez un texte particulier que vous devez imprimer très souvent, évidemment, c'est très utile de ne pas avoir à défaire, refaire à chaque fois. Le texte est déjà tout prêt. Alors, petit inconvénient en échange de ça, donc la xylogravure, c'était vraiment la forme d'impression la plus artistiquement aboutie. Le petit inconvénient, le prix à payer pour ça, c'était son coût qui était évidemment bien plus important que pour les caractères mobiles. Puisqu'il y avait la planche, mais aussi et surtout le coût de la main-d'œuvre. Les graveurs étaient des artisans extrêmement qualifiés qui étaient donc rémunérés en conséquence, et il n'était pas rare pour des ouvrages, pour des œuvres particulièrement soignées, si on voulait une copie, une impression vraiment très soignée, de faire appel à plusieurs artisans pour la même planche. Donc il y avait un qui allait graver le quadrillage, ensuite un autre un petit peu plus avancé ou un petit peu plus compétent dans la hiérarchie des graveurs qui allait graver les parties les plus faciles, et puis enfin le maître qui venait exécuter les endroits les plus délicats et les plus compliqués. Donc voilà, la xylogravure avait un peu cet inconvénient-là, c'était vraiment un objet, le texte imprimé était un objet de luxe.
mais elle a perduré vraiment jusqu'à l'ère Meiji et jusqu'à la fin, même jusqu'à fin du 19e, on peut dire fin du 19e, à tel point qu'un historien de la calligraphie japonaise rapporte que dans les premières années du gouvernement de Meiji, le bureau des écritures, qui était l'une des instances les plus importantes du gouvernement, n'avait pas de presse et ils avaient uniquement une imprimerie xylographique. Et donc, c'est uniquement le manque de temps qui a poussé petit à petit les hommes politiques à finalement adopter l'imprimerie typographique à caractère mobile. Mais pendant les premières années du gouvernement, ils étaient parfaitement heureux avec leur imprimerie xylographique. Alors, la typographie, l'autre, le grand adversaire, posait, on l'a très bien vu ce matin, de nombreux problèmes techniques dans le cadre dans le contexte japonais, puisque ça implique de créer un nombre immense de caractères mobiles. Quelques difficultés techniques, puisqu'il faut défaire et refaire la casse à chaque nouvelle impression. Et puis, esthétiquement, elle est un petit peu plus pauvre. Enfin, en tout cas, elle était à l'époque un petit peu plus pauvre. Et elle avait tendance à reproduire uniquement le contenu du texte. Et pour le côté graphique, alors déjà, il y a des choses qu'on ne peut pas reproduire, comme les enchaînements de caractères. Parce que là, on peut avoir que des caractères bien séparés. Et puis, il y avait des finesses de tracé qu'on ne pouvait pas reproduire avec les caractères mobiles. Mais à terme, une fois les polices créées, finalement, à long terme, elle est meilleur marché, puisqu'il n'y a pas besoin de refaire. Une fois qu'on a les caractères, on peut imprimer n'importe quel texte et il n'y a pas besoin d'avoir une planche, un texte. Et le domaine qui lui a donné vraiment le coup d'envoi et qui a permis son développement, c'est le développement de la presse, puisque dans le cas des journaux, là, on n'est plus dans la réimpression à l'identique d'un même texte, comme c'est le cas pour les classiques littéraires, mais on est dans la situation d'un texte qui change toutes les semaines, voire tous les jours. Et là, au contraire, pouvoir réimprimer tous les jours avec les mêmes caractères, c'était le fait de défaire et refaire la casse c'était plus du tout un inconvénient, et au contraire, c'était un très très gros avantage pour la typographie. Donc voilà, à l'ère Meiji, les deux ont coexisté avec un peu leur domaine chacune de prédilection. La xylogravure plutôt pour les textes littéraires et la typographie davantage dans le cas de la presse. Alors, il y a une figure qui est très intéressante dans cette perspective, c'est celle de Kimura Kahe, troisième du nom, qui était à la fois, alors je pense qui était un graveur sur bois qui a porté l'art de la gravure vraiment à son comble. Donc c'était un graveur de très très grand talent, formé à la calligraphie, donc vraiment un artiste dans son domaine. Et qui a été le premier, je pense oui, on peut dire le premier artisan de la typographie à caractère mobile. Alors lui, c'était vraiment un aventurier, puisque à l'époque, donc il a mené ses efforts entre 1850, milieu des années 1850, il a commencé en 1854, chargé par le seigneur de Satsuma d'effectuer une traduction en japonais d'un ouvrage occidental, ce qui était encore à l'époque, alors certes il y avait l'ouverture balbutiante du pays, mais c'était encore techniquement illégal, j'aurais peu admis de s'intéresser de trop près aux ouvrages des Occidentaux, et donc il a muré une pièce, il a créé une pièce secrète dans son logement où il s'est enfermé pour travailler à la conception de ces caractères, mobiles, avec l'aide. Alors, il a reçu l'aide d'un ingénieur hollandais, donc il avait un petit peu d'aide extérieure,
Mais il a pris 4 ans. En 1858, il a réussi à produire voilà, les caractères qu'on voit ici, dont vous pouvez voir l'impression sur la droite. Sauf que juste à ce moment-là, le seigneur du fief de Satsuma, qui avait un peu commandité la création, est décédé, et il n'y a pas eu de suite à ce premier développement de la typographie. Donc vraiment, voilà, c'est Kimura Kare, c'est le monsieur pas de chance de la typographie. C'est-à-dire qu'il est arrivé, il a vraiment eu la malchance du décès qui intervient au mauvais moment, et aussi parce qu'il était encore un tout petit peu trop tôt, et la xylogravure était encore, je dirais, un peu, voilà, présentait encore trop d'avantages par rapport à la typographie balbutiante, qui était encore voilà, trop... un peu chère, pas assez répandue, pas assez techniquement développée. Et donc, voilà, donc il a mené tous ses efforts pour rien, et en plus, il s'est ruiné la vue à travailler sur ces caractères minuscules, et la manipulation des caractères au plomb dans sa petite chambre, dans sa petite pièce renfermée, lui a en plus durablement ruiné la santé. Donc, il a tout perdu sans gagner grand-chose, sauf que quand même, maintenant, sa casse est conservée, je crois que c'est au musée de Kagoshima, et est considérée comme trésor national, si je ne m'abuse. Donc, la postérité lui aura quand même rendu justice. Mais voilà, à court terme, son entreprise a été un échec. Et c'est Motogi Shodo qui, lui, a transformé l'essai 20 ans plus tard. Donc là, j'emprunte toutes mes informations bien humblement au blog d'Émilie Rigaud, qui a le monopole des informations sur Motogi Shodo, surtout en langue occidentale, à tel point que j'ai trouvé un autre site qui parlait de lui. Et je me suis dit, tiens, je vais aller regarder ce qu'ils font. Et je trouve qu'en fait, ils reproduisaient un texte d'Émilie avec commentaire d'Émilie en bas. Merci d'avoir cité mon article. Et donc voilà, j'ai l'honneur de parler vraiment sous l'égide de l'autorité européenne sur le sujet, et j'en suis très heureuse. Donc voilà, Motogi Shodo, lui, va refaire la même chose, mais en plus abouti, et surtout va bénéficier d'un contexte là beaucoup plus favorable, et du coup est considéré aujourd'hui comme le vrai père de l'imprimerie typographique au Japon. Alors, pourquoi est-ce que cette introduction des caractères mobiles est si importante? Ça a été une révolution dont il est difficile d'imaginer l'ampleur aujourd'hui. On est tellement habitué aux caractères imprimés dans le quotidien. Mais Pascal Griolet, dans son livre sur les Japonais face à leur écriture, rappelle que la typographie, c'est avec la machine à écrire, qui se diffuse au Japon à peu près vers la même époque, le moment où le geste de tracer, le texte écrit se trouve dissocié du geste de tracer. Alors, il faut nuancer un petit peu, parce que la gravure des caractères se faisait... faut pas imaginer que la gravure des planches, que les planches xylographiées étaient gravées vraiment comme en calligraphie. C'est-à-dire que, comme je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, la gravure se faisait fréquemment, non pas caractère par caractère ou dans l'ordre du texte, mais en fonction de la difficulté des traits. Donc on allait commencer par graver, par exemple, tous les traits horizontaux, et puis après tous les traits verticaux, ou alors au contraire graver, pas au contraire, mais disons graver tous les traits les plus faciles, et puis après terminer par les passages les plus délicats. Donc il n'y avait pas une adéquation vraiment complète entre l'acte de graver et puis le geste manuscrit. Mais quand même, voilà, avec la typographie, on a un caractère qui n'est plus le résultat d'un tracé. Donc ça, c'est la première révolution, c'est une révolution dans le statut du texte écrit. Donc à la fois dans sa conception, mais aussi dans sa diffusion,
évidemment, l'introduction de l'imprimerie typographique a abouti à une démocratisation du texte écrit qui n'est plus cet objet extrêmement précieux qu'était la planche de bois gravée, mais qui va pouvoir être reproduit dans des quantités industrielles et diffusé en conséquence. Donc un accès beaucoup plus grand de la population à l'écrit. Deuxième révolution induite par la typographie, une révolution dans l'esthétique, dans l'apparence du texte. Justement, parce qu'il y a certaines caractéristiques du texte manuscrit qui ne sont pas accessibles à la typographie, comme celles des styles cursifs, ou aussi comme les canas qui supposent, lorsqu'ils sont manuscrits, un certain nombre d'enchaînements de ligatures. La police typographique va se concentrer sur un nombre restreint de caractéristiques du caractère manuscrit, et finalement, l'essor de la typographie va amener une prédominance de ces traits distinctifs. Par exemple, la prédominance du style carré, le kaisho, qui est avec des caractères bien distincts, un style qui n'est pas du tout très posé, qui n'est pas du tout cursif, qui n'était pas le style majoritaire. Jusqu'à l'ère Meiji, on allait écrire dans des graphies qui étaient beaucoup plus cursives, et par exemple dans l'apprentissage, on allait commencer par des graphies beaucoup plus cursives, par le gyosho, des caractères semi-cursifs, mais des formes plus... un peu comme, sans faire de spoiling sur ma diapo suivante, mais comme vous pouvez en voir ici, c'est-à-dire plus, où les traits sont plus stylisés, plus enchaînés. Et là, avec la diffusion de l'imprimerie typographique, le kaisho va devenir vraiment le style majeur, celui qu'on voit le plus souvent, celui qui est le premier qu'on apprend à l'école, ce qui n'était pas le cas du tout avant. Donc il va devenir le style, un peu le style standard, le style dominant. À l'inverse, l'imprimerie a contribué à la préservation d'un style qui, lui, était plutôt en voie de disparition, qui était l'écriture de chancellerie, qui était moins employée à l'époque, mais qui est une écriture un peu plus... un peu plus noble, un peu avec des formes... et qui est utilisé dans la presse pour les titres. Et donc ce style, qui était un peu sur le déclin, a connu un souffle nouveau et a été préservé encore aujourd'hui, alors à la fois dans les titres des journaux et sur les billets de banque, ce qui est un très bon moyen de diffusion au sein de la population. Donc l'imprimerie typographique a modifié le regard, a modifié la façon dont étaient vus les différents styles calligraphiques. Et surtout, elle a abouti à une normalisation et une standardisation des graphies. Donc ça, pour vous l'illustrer, si on prend un dictionnaire de calligraphie, qui va être un répertoire de formes à l'intention des calligraphes, vous voyez que pour un caractère imprimé, on va avoir le caractère imprimé là tout en haut, ici le dragon. Pour un caractère imprimé, on a toute une variante. Ici, on a 18 graphies différentes. Alors, au fil de l'histoire, des grands maîtres, un tel écrit comme ça, le style de machin, c'est plutôt celui-là. Donc 18 possibilités, là où, dans le cadre imprimé, il n'y a qu'un caractère. Donc ça change évidemment la façon de voir les caractères. Alors, je dis cela, donc bien sûr sous toute réserve, puisqu'on l'a vu très très bien ce matin, avec une communication qui était, on voyait que la typographie est nourrie par une très très grande érudition dans le domaine de la calligraphie et des différents styles, des styles des grands maîtres. Et de façon plus générale, il y a quand même un lien entre typographie et écriture manuscrite, c'est-à-dire que les caractères mobiles ne sont pas apparus comme ça au beau milieu de nulle part. On voit, là j'ai mis quelques exemples
de base pour montrer que même les caractères les plus très stylisés comme la police Mincho gardent, ça on va le voir de façon plus détaillée, mais voilà, même les caractères d'imprimerie vont refléter un certain nombre de caractéristiques du tracé manuscrit. Donc ici on voit par exemple pour la police des manuels qui va respecter les pleins et les déliés du tracé au pinceau. On va avoir aussi, ici, on voit bien les variations, c'est-à-dire les traits horizontaux qui ne vont pas être complètement horizontaux, mais qui vont suivre une dynamique qui est celle de la calligraphie. C'est avec la montée, montée vers la droite, donc comme ça vers la droite. Donc, voilà, la typographie emprunte à l'écriture manuscrite un certain nombre de caractéristiques. J'ai lu aussi, évidemment, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas retrouvé où, mais je l'avais entendu lorsque j'étais aussi à l'université au Japon, que, alors il semble ça, que je ne dis pas de sottises, et les typographes dans l'Assemblée me corrigeront si j'en dis, voilà, que la police Mincho en particulier est inspirée d'un certain nombre, alors je crois qu'il y a deux, là je vous en mets un, les œuvres de deux calligraphes chinois. Ici, donc Ouyang Shun, dont vous voyez la stèle de la source d'eau douce du palais 9 fois parfait, et on voit voilà, les traits, par exemple, les traits horizontaux qui sont exagérément amincis, les tournants, enfin les cassures, les angles qui sont vraiment très très marqués, qui sont plus marqués que la normale, ou parfois on va même casser le tracé pour reprendre le trait vertical de suite. Donc ça, on voit que c'est vraiment respecté dans la police. Et puis donc des traits verticaux plus nourris que les horizontaux. Donc c'est ça, il y a une volonté de respecter à la fois le tracé manuscrit et puis même dans certains cas les œuvres, comme on l'a vu aussi vraiment très bien ce matin, les œuvres de tel ou tel calligraphe particulier. Donc vraiment, je n'oppose pas complètement les deux, mais c'est vrai qu'il y a quand même le caractère imprimé va dans le sens d'une plus grande stylisation. Donc ça modifie la manière dont on regarde, à contrario, le caractère manuscrit. Et puis, troisième révolution, une révolution dans le statut du calligraphe. Alors, dans le cas de la création littéraire, jusque-là, lorsqu'on produisait un texte écrit, l'écriture était aussi importante que le contenu. Et c'était important à la fois dans la création du texte, mais dans sa réception. C'est-à-dire qu'on allait lire un texte, alors non seulement pour ce qu'il disait, mais aussi parce qu'il avait été rédigé, on pouvait admirer la main du maître qu'il avait créé. On pouvait aussi lire un texte dans une copie de quelqu'un, d'un autre grand maître, et on allait avoir un peu encore de la valeur ajoutée du texte, tel classique, copié par... qu'on allait lire parce qu'il avait été copié par tel grand calligraphe. Ça, évidemment, avec l'imprimerie, cette dimension-là, elle disparaît. Et donc, ce qu'on va reproduire, c'est le contenu et pas le tracé. Aussi, la disparition de toute la branche utilitaire de la calligraphie, avec les copistes, les graveurs. Par exemple, le petit-fils de Kimura Karei III, le troisième du nom, le cinquième du nom, ils n'avaient vraiment pas de chance dans la famille, qui a été... vraiment pas de chance, non, ils ont quand même connu aussi une grande notoriété. Mais alors lui, il avait donc le cinquième du nom, qui était un graveur sur bois vraiment très, très reconnu, mais qui officiait dans les années 1890 et qui, à la fin, a été obligé d'ajouter la photographie à ses activités parce que la gravure sur bois, ça ne lui suffisait plus pour gagner sa vie. Donc, la vie des graveurs, à partir de la diffusion de la typographie, est devenue ça devient très difficile. Et puis aussi une remise en question du rôle du maître de calligraphie, donc là vraiment dans les écoles de calligraphie, puisque jusque-là le maître était un peu le détenteur, c'était le détenteur du savoir, le détenteur de l'accès au texte.
Et là, alors il faut élargir un petit peu le panorama, parce que c'est plus seulement la typographie, mais aussi toutes les techniques d'impression avec la photocomposition, les techniques de reproduction, la photographie aussi, justement, qui vont complètement changer le rapport à l'œuvre. C'est-à-dire que là, jusqu'ici, le maître, c'était le seul qui avait vu, voilà, avec un peu de chance, un manuscrit. Quand il n'avait pas de chance, il avait vu une reproduction d'une reproduction d'une reproduction qu'il allait lui-même reproduire et transmettre à ses disciples. Mais là, maintenant, avec le développement des techniques d'impression et la photographie, on peut avoir une reproduction de l'œuvre d'origine, sans passer par la médiation du maître. Donc, comment les calligraphes se sont-ils appropriés, comment ont-ils fait face à tous ces changements? Il y a eu une dimension d'appropriation où ils n'ont pas été finalement les derniers à profiter des avantages qu'offrait l'imprimerie, avec, l'imprimerie typographique, avec le développement des revues, de ce que j'appellerais, un vocabulaire un peu 21e siècle, mais des newsletters, développement de courriers, ou de toutes sortes de petites brochures envoyées aux membres d'associations et qui ont contribué à cimenter ces associations avec des membres vraiment dans tout le pays, qui allaient recevoir, c'est ça, une petite brochure ou une lettre mensuelle, des modèles à travailler, qui allaient avoir aussi accès à des reproductions d'œuvres grâce aux nouvelles techniques, d'abord la photocomposition, puis l'offset, donc ce qui était vraiment complètement impensable avant. Donc un accès beaucoup facilité aux œuvres. Et puis, justement, dans ce cadre des associations, l'imprimerie a aussi modifié vraiment quelque chose de très particulier qui est l'organisation des devoirs et des concours de calligraphie. Donc, toutes ces associations, elles donnent des devoirs. Voilà, il y a déjà, elles ont une mini-compétition mensuelle où elles vont donner un sujet à travailler. Donc ici, voilà, vous pouvez en voir un exemple. On va donner différents sujets à travailler. Les élèves copient, travaillent ces sujets et renvoient leur travail, leur meilleure œuvre à l'association qui ensuite sélectionne les meilleurs et les publie dans sa revue. Et là, le fait de donner les sujets de concours, de devoirs ou de concours en caractère typographique, ça laisse une liberté d'expression et d'interprétation totale aux candidats. Donc là, vous voyez un sujet de concours, de devoir, dans une revue de calligraphie des années 30. Et à partir de ces caractères imprimés, les candidats vont donner leur version, leur vision du texte qu'ils ont à reproduire. Alors que si on fait la même chose avec un caractère manuscrit, même très neutre, on donne quand même il y a quand même une orientation de la vision. On va avoir forcément un style particulier, des petites manies. C'est impossible d'avoir un tracé manuscrit qui soit absolument vierge de toute, qui soit absolument standardisé. Donc forcément, on oriente quand même la vision dans un sens. Là, pas du tout, donc liberté totale. Donc d'une part, un cadre d'appropriation, en tant que moyen de diffusion, mais alors par contre, dans le côté artistique, le côté création, il n'y a pas eu... Là, on était plutôt, je trouve, en tout cas dans l'état de mes recherches, dans le monde de la réaction. On va plutôt lutter contre la standardisation des graphies induites par l'imprimerie. Alors là, je vous ai mis un exemple par le peintre Umehara Ryuzaburo, qui est intéressant. Donc là, il a tracé 3 caractères à la gouache, une gouache sur papier. Et Umehara Ryuzaburo, c'est vraiment un exemple intéressant de cette époque entre la fin des années 20 et l'immédiate après Deuxième Guerre mondiale, d'une génération qui a été nourrie au texte imprimé. Umehara Ryuzaburo, il vient d'une famille de teinturiers, donc c'est historiquement quelqu'un qui n'aurait jamais eu, qui n'est pas du tout d'un milieu lettré ou quoi que ce soit, qui n'aurait jamais eu accès au texte écrit ou à la culture classique dans les siècles qui avaient précédé, mais qui a bénéficié, qui était de cette génération, qui avait bénéficié de l'instruction obligatoire et de la diffusion du texte imprimé. Et
À l'inverse, voilà, il va s'affranchir des canons et des traditions de la calligraphie pour produire. C'est une époque où on va prendre les caractères, les tirer dans tous les sens, les déformer. Vous voyez, là, c'est pas très bien écrit. Celui-là, le E, on peut pas le lire. On peut pas le lire très clairement. Donc, on va vraiment se détacher des techniques calligraphiques. Et ça va permettre aussi à des gens qui sont pas calligraphes de formation, de profession, si on peut dire, de s'approprier le travail esthétique sur l'écriture. Donc ça, c'est le côté positif de la dissociation entre tracé et texte écrit. C'est que ça a finalement permis d'étendre le texte écrit à des gens qui n'y auraient pas eu accès autrement, à la fois dans la consommation et dans la production. Voilà pour le panorama lui-même. Alors, une conclusion, un petit peu. Voilà, pour la conclusion, je vais faire un saut dans l'espace, dans le temps, et vous expliquer pourquoi. C'est l'explication de pourquoi il n'y a pas le mot japonais ou au Japon dans le titre de ma communication. Donc, quelques années plus tard, en 2014-2015, j'étais justement en train de rédiger un article sur les performances de calligraphie dont Émilie Rigaud a parlé en me présentant, et je cherchais des illustrations pour mon article sur ces concours de performance calligraphique au Japon. Et donc, au milieu de 298, je cherche sur Google, et au milieu de 298 images de lycéennes en train de faire la danse du pinceau, je tombe sur cette image-là, qui m'intrigue beaucoup. Alors, je zoome, je dépixélise pour arriver à lire ce petit texte et voir de qui il s'agit. Et donc, je vois qu'il s'agit d'un artiste qui s'appelle Timothy Donaldson. Et en cherchant, alors là, cette fois, avec son nom, je trouve beaucoup d'autres images de performances de calligraphie de sa part. Donc là, on le voit en train d'exécuter des caractères géants. Un peu plus loin, en train de reproduire un texte manuscrit sur le sol d'une chapelle. Et donc, j'étais vraiment intriguée. Je me dis, mais qui c'est ? Est-ce qu'il est peintre, un acteur, peut-être un artiste de performance ? Et en allant chercher son CV, si je peux dire, je vois que pas du tout, pas à la base. À la base, il est typographe. Et on voit dans son CV ou ses récapitulations biographiques, en fait, il a exercé divers petits pas petits métiers, mais diverses tâches, des petites tâches. Il a eu des tâches assez ponctuelles, mais assez récurrentes dans le domaine de la création graphique et de la création typographique. Et alors moi, c'est amusant parce que c'était un domaine auquel je connaissais vraiment rien, et c'est grâce à lui, par exemple, que j'ai découvert. Alors Grantin, qu'il y avait encore des gens qui créaient des polices. Parce que moi, je pensais que peut-être il y avait 3 ouvriers de l'atelier Firmin Didot qui avaient bouclé l'affaire et que maintenant plus personne ne créait de police et qu'on utilisait des choses qui existaient de tout temps à jamais. Ça, c'était avant de connaître Émilie et son introduction dans le milieu des typographes. Et j'ai découvert aussi qu'on les vendait. Ça, je ne savais pas non plus du tout que on créait des caractères. Donc là, j'ai découvert tout un pan que je ne connaissais pas. Et donc, il y a une performance qui m'a vraiment intéressée. J'ai mis le lien, mais on ne va pas avoir le temps de la regarder ensemble. C'est dans une galerie où il fait une création. Il fait une création calligraphique abstraite, une performance en écrivant au mur, et il emploie, ça dure une dizaine de minutes, il y a après 9 minutes et 9 instruments d'écriture. Donc il y a des stylos et feutres, des pinceaux de calligraphie, et puis des plumes, des calames. Et alors regardez bien en particulier cet instrument-là. On voit dans la vidéo que c'est un calame qu'il a créé à partir d'une canette de bière. Donc il a pris une canette de bière islandaise sur laquelle figurait une de ses polices. Et il a découpé la canette au ciseau pour faire une plume à partir de laquelle il va écrire sur le mur.
Et autour de Timothy Donaldson, j'ai découvert tout un cadre institutionnel avec voilà, un cadre, un cursus intitulé Performance Writing. Alors, c'est vraiment voilà, au fin fond de la Cornouaille, un collège, une institution supérieure artistique, où gravitent toutes sortes d'artistes qui travaillent ce rapport au texte écrit et à sa mise en image, en scène, en volume, qui est quelque chose que je n'avais pas du tout trouvé, ou en tout cas pour l'Hermégie, mais je pense que ça me permet de faire un clin d'œil préventif à la communication de Marianne Simon-Ikawa demain, dans mes études sur le Japon, en tout cas pour l'ère moderne. Alors, malheureusement, l'histoire se finit mal, puisque le diplôme en question n'était pas considéré comme assez... a connu quand même une quinzaine d'années de prospérité, mais n'était pas considéré comme assez rentable, et donc il a été... D'abord délocalisé, et puis ensuite il y a eu un arrêt progressif du recrutement. Mais cet exemple, j'avais trouvé l'exemple intéressant, puisqu'on voyait vraiment comment finalement l'écriture manuscrite va nourrir le caractère d'imprimerie, et à son tour, la boucle est bouclée, et il va devenir un objet d'exploitation artistique, donc, que vous pouvez voir dans l'exposition que vous avez dehors dans le couloir, et aussi voilà, dans les mises en scène et les performances de ce type. Et je laisserai le mot de la fin à l'une des participantes donc, de ce diplôme. Elle disait où commence et où finit le texte. C'est une des enseignantes. Dans le cas d'un texte écrit, est-ce qu'il commence et il se termine avec les mots, avec la police, avec la mise en page, ou alors avec les marges? Et voilà, même si j'ai un peu abusé de mon temps, voilà, peut-être juste 38 secondes supplémentaires. Ouais, non, pas 38 secondes supplémentaires. Voilà, je terminerai là-dessus, mais on peut voir, voilà, j'avais mis le lien vers une de ces performances qui est en fait celle que vous pouvez voir, même si c'est moins... Voilà, c'est moins sexy, mais une performance de ce type où elle crée une projection à partir de caractères de mots imprimés. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.